mais un joueur qui pourrait être sur un ordinateur, un deuxième joueur qui pourrait être sur un autre ordinateur, ici à l'UT de l'Indre ou en Australie, pour au final avoir un système automatisé gérant les déplacements à la place d'un bras, d'une main, et puis d'un cerveau qui va commander le déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi d'intégrer au niveau des technologies? Plusieurs choses. Donc on a déjà eu une réflexion par rapport à ce qui existait dans le commerce, parce qu'en fait, derrière tout ça, il va y avoir de la robotique qui va permettre d'asservir en position différents axes. À savoir que c'est un projet qui a démarré, ça fait maintenant 3 ans, et qui a réellement abouti, ça fait 1 an et demi maintenant. Alors c'est un projet qui a mis en collaboration des étudiants de 2e année et des étudiants de licence pro. Et ce projet-là était encadré par un groupe d'enseignants du département. Alors au niveau des technologies, qu'est-ce qu'il y a? On est parti d'une réflexion autour de mettre le paquet technologique côté asservissement, côté motorisation, et mettre le paquet, parce que c'est aussi une des vocations de la licence professionnelle, mettre le paquet au niveau des réseaux de communication industriels, d'actualité, qui sont vraiment opérationnels sur le terrain. Alors côté motorisation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 technologies en ce qui concerne les entraînements cinématiques. Il y a une technologie à base d'une courroie crantée qu'on voit ici, et une technologie à base d'une vis sans fin qu'on voit ici. Dans les 2 cas, vous avez la motorisation brushless, pilotée par des variateurs de vitesse, brushless, mais eux-mêmes raccordés à un réseau industriel qui s'appelle Canopen. Alors la particularité de ces technologies-là, c'est qu'à tout moment, on est capable de savoir quel a été le déplacement plus ou moins, en fonction de la résolution, sur l'axe. Donc pour X et Y, donc pour ce déplacement-là, on est en moteur brushless. Et ensuite, on a essayé de minimiser la technologie sur le déplacement Z, donc sur la profondeur, la dépose du pion, avec une technologie à base de moteur pas à pas. Ce moteur pas à pas est piloté par un variateur également connecté au réseau Canopen, 100% français. Donc le variateur est 100% français, le moteur est de conception internationale. Et après, vous avez au niveau de la motorisation à coloration chaîne électrique Monicode. Côté intelligence, donc côté automate pour industriel, on est parti sur du produit Schneider Electric en produit M340. Donc il génère en termes de protocole, il est capable de gérer en termes de protocole de l'Ethernet Modbus, du Canopen et puis d'autres protocoles à la demande. Donc ça veut dire qu'autour de tout ça, à un moment donné, techniquement, il va falloir, avec des outils de développement, gérer tout ce processus-là. Alors, il y avait une autre réflexion aussi par rapport à la mise en place de ce processus-là, c'est au niveau des enseignements, travailler à la fois sur les réseaux de communication industrielle, mais travailler également sur de l'asservissement. Parce que vous avez des enseignements d'asservissement. Et donc, on a dissocié mécaniquement des choses pour pouvoir réellement dissocier la commande des variateurs de vitesse qui sont des variateurs Lexium, avec un logiciel de développement qui s'appelle PowerSuite. Donc ça, c'est encore du Schneider Electric. Mais là, on est en liaison directe entre un ordinateur, le convertisseur Lexium et le moteur brushless. La partie automate, elle est dissociée. Donc on peut, sans perturber, je dirais, l'automatisme et la gestion des déplacements, faire à la demande. Au niveau donc des pions, donc le jeu là, vous voyez, il a eu besoin d'un usinage à l'issue de l'achat du jeu, parce que il faut que les pions soient bien calés dans la case. S'ils ne sont pas calés dans la case, naturellement le pion il glisse et ça sera un petit peu plus difficile d'appréhender au niveau de l'axe Z. Ensuite, on a ce qui s'appelle des magasins.
Alors là, on a fait une distribution manuelle des pions, distribution qu'il faudra respecter au niveau de la couleur, on verra, mais ça peut être inversé par rapport aux deux joueurs qu'on va voir affichés à l'écran tout à l'heure. Donc chaque magasin a une couleur, n'est pas encore géré, mais ça c'est facilement gérable. Si vous savez jouer aux dames, il y a justement cette fameuse dame qui a un empilage de 2 pions. Donc là, ça sera des pions spéciaux qu'on va devoir usiner, mais qui rentrent également dans les magasins de stockage. Donc au départ, le programme, et ça va être une adaptation que vous allez devoir faire, au départ, le programme doit gérer l'initialisation du jeu. Ça veut dire, les pions, ils sont dans les magasins. Là, j'ai pas le choix, je les ai mis à la main. Hein. Et puis après, le système va venir déposer sur la matrice XY les pions pour pouvoir démarrer le jeu. L'idée, c'est ça. Au niveau de la prise des pions, qu'est-ce qu'on a choisi d'adopter? Quelque chose de simple. Alors ça fait l'objet de plusieurs tests. Hein. En fait, ici, vous avez une ventouse qui, en fait, va créer une dépression sur le pion. Donc là, vous voyez qu'il y a des différents feuillets hein, sur la ventouse. Donc on va appuyer sur le pion, on va créer une dépression, et le pion va rester collé. Donc on va pouvoir déplacer le pion. Et quand on va décider de poser le pion à la bonne case, on va ouvrir la dépression avec un petit distributeur là, et naturellement la ventouse elle va s'ouvrir et décoller le pion. Ça marche assez bien. Ça peut être optimisé, mais globalement ça marche assez bien. Alors côté jeu, il faut bien comprendre une chose. Alors ça fait partie des choses que vous avez peut-être eu un petit peu de mal à comprendre en tant qu'étudiant. C'est que la philosophie, c'est de pouvoir jouer par l'intermédiaire d'un processus au jeu, mais pouvoir jouer à distance. Et c'est la philosophie de la licence professionnelle, justement. Donc en fait, sur l'ordinateur là, vous avez un serveur de jeu qui est installé, avec une application de jeu en PHP, mais l'idée c'est de pouvoir jouer dans des salles différentes avec ce système-là qui pourrait être ailleurs. Alors pour avoir ensuite un aspect sécurité en premier niveau, l'idée est de retrouver un retour visuel de ce qui se passe réellement sur le site. Hein. C'est pour ça qu'ici on a offert l'année prochaine la possibilité d'interconnecter une caméra IP pour avoir un retour vidéo de ce que fait réellement le système. Bon, ça c'est facile, hein. La caméra elle est une adresse IP fixe, elle est reliée au VLAN de l'IUT, et puis après vous tapez l'adresse IP, vous avez un retour vidéo dans une fenêtre. D'accord? Alors dans les choses qui vont être modifiées cette année, il va y avoir une grande modification sur le système là, parce qu'on a décidé avec Jean-François l'année dernière et puis Stéphane Legault de casser l'architecture électrique de ce coffret là, qui est un coffret pour l'instant unique. Donc il y a maintenant très peu de place dans ce coffret là. Donc on a lancé un projet en deuxième année. Il va y avoir séparation entre la partie commande, l'automate, la communication, et puis la partie puissance, les modulateurs d'énergie en moteur brushless pour répondre aux spécifications techniques du constructeur. Voilà. Donc il va y avoir un deuxième coffret en fait. Donc le coffret il a été fabriqué, il est prêt, qui va venir se loger là. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants de deuxième année sont en train de finaliser les schémas. Il va y avoir un démontage complet électrique et un remontage complet électrique derrière. Alors dans les choses que je n'ai pas dit également, ça a très peu été développé l'année dernière au niveau des licences pro. On a acheté un serveur web en service TCP/IP qui est capable de répondre aux mêmes besoins que le serveur qui est installé sur la machine. Ça veut dire que ce serveur web en chaîne électrique est capable de gérer notamment de la base de données. Et l'idée c'est de gérer aussi de la base de données. D'accord ? Donc après, classiquement, on a un pupitre rudimentaire. Dernière chose, avant de démarrer la manip, là, donc on peut... Vous avez lu l'article que je vous ai fait passer? Donc on a rédigé un article pour 7.6
2012. Il y a dans la stratégie également des choix technologiques une orientation qui vient compléter la notion de délocalisation du jeu. C'est le raccordement de l'automate programmable à un module d'interface machine local. Donc là, cette année, on a acheté un écran 10 pouces tactile de chez Schneider Electric, qui est en concurrence avec une marque qui s'appelle Profess, qui va vous permettre, sans ordinateur, de pouvoir jouer localement. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une potence ici de rajouter au processus, et puis un pupitre opérateur, comme sur les systèmes industriels, avec une application, et puis vous pourrez jouer individuellement, mais localement. Donc la plateforme de développement, ça sera pour ce produit-là VGO Designer. Et ça, c'est encore une mission de deuxième année. Alors une fois qu'on a mis le coffret sous tension, donc on va pouvoir démarrer l'ordinateur pour activer les différents services. Il faut faire attention, ça c'est en général l'erreur, hein. Donc vous avez un commutateur en arrière dans sa clé, il faut bien vérifier qu'il est dérouillé, il est en position rouge. Et puis après je peux lancer la procédure de mise sous tension. Noir. Et ça c'est marqué dans le rapport technique. Alors pour ensuite vérifier qu'on est OK. Donc là vous faites le tour. Et vous allez voir que sur les variateurs Lexium, il y a un affichage. Parce que les variateurs Lexium, en fait, ils sont hyper sophistiqués. Ils ont des menus internes, des procédures de diagnostic. Et là, quand le bus CanOpen il est démarré et qu'il n'y a pas de souci physique sur le réseau, et qu'on est bien sous tension, ils affichent ready. S'ils n'affichent pas ready, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais démarrer le système. Donc ensuite on démarre le PC. Et puis normalement on va pouvoir jouer. Alors je vous ai mis sur le document, là je vous ai mis des numéros de version, hein, vous ferez attention aux numéros de version. Vous allez voir que sur l'ordinateur il y a beaucoup de versions. Ça veut dire qu'il y a des versions qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, elles étaient là pour faire des tests. Donc vous vous référencez par rapport à ce que je vous ai mis sous des deux points. Si vous voulez un doublon de sauvegarde, donc moi j'en ai avec Stéphane, mais vous connectez au réseau, vous mettez une clé USB, vous récupérez le point. Vous avez des questions? Non? Ça va? Alors, vous voyez là, les étudiants, voilà. Fin 2011, ces étudiants-là ont énormément œuvré, c'était des étudiants de deuxième année, ont énormément œuvré pour faire en sorte que ce système-là puisse aboutir. Donc au niveau des compétences, donc il y a eu des étudiants de deuxième année du G2I, des étudiants de licence professionnelle, des enseignants qui encadraient le projet, et puis on a fait intervenir des compétences extérieures avec quelqu'un qui donnait des vacations chez nous, qui était dans un bureau des méthodes dans une société, qui avait lui des compétences mécaniques. Parce que nous on n'a pas de vocation à dessiner des pièces, à faire usiner des pièces. Alors vous voyez, hein, sur l'ordinateur, j'ai commencé à faire du tri, hein. Il y a pas mal de choses. Voilà. Alors, la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est lancer l'application de développement vous permettant de répondre au problème qu'est-ce que j'utilise pour programmer l'automate programme industriel. Donc la plateforme de développement c'est Unity Pro, et puis là vous allez pouvoir piloter l'intégralité de votre processus. Je vous rappelle qu'au niveau de cet outil de développement, vous avez à disposition 5 langages de programmation.
hein, qui dépend de la norme 1131-3. Donc vous pouvez programmer en langage évolué, en structuré, en listing, en bloc fonctionnel, en leader, et puis en SFC qui est une interprétation du graph set. Donc, en fait, derrière tout ça, il y a ce qu'on vit aujourd'hui, c'est du langage objet, avec des variables qu'il va falloir gérer. Donc une fois que l'environnement est démarré, vous pouvez demander une connexion. Alors évidemment, au préalable, il faut vérifier que les connectiques derrière l'ordinateur soient bonnes, hein. Mais ça c'est précisé dans le rapport de l'année dernière. Ils avaient pris des photos. Les photos, je ne les ai pas reprises ici, hein. Alors vous demandez un transfert depuis l'automate. Et puis là, il va vous récupérer l'intégralité du projet. Alors l'objectif de mes propos là, c'est pas de vous expliquer comment le programme il fonctionne, hein. Ça va être en partie un gros bout de votre travail, hein. Par contre, il y a eu un gros travail de fait à ce sujet-là. Alors pour que tout ça fonctionne, il faut, quand on interconnecte des matériels entre eux qui sont soit du même constructeur, soit d'un constructeur différent, parce qu'on peut interconnecter des matériels dits tiers, de produits tiers. Je peux avoir un chaîne électrique et je peux avoir un Toto. Ça c'est compatible en Canopel. Par contre, il faut que j'ai ce qui s'appelle la bibliothèque du composant. Alors ces bibliothèques de composants, vous les téléchargez en général chez le constructeur et après elles sont implémentées au niveau de l'outil de développement. Et le matériel il est reconnu. Quelque part c'est un plug and play du matériel sur le réseau. Donc là, on est en train de finir de rapatrier l'intégralité des informations. Alors, il faut bien comprendre aussi que, au final, on est sur un processus cohérent, autonome. Donc l'outil de développement que je vous montre là, en fait, il n'existe pas, hein. J'ai un programme qui est sloté dans la partie commande. Ça, c'était débugué, c'est opérationnel. Et l'ordinateur, je l'oublie. La partie développement, je l'oublie. Donc ça c'est l'environnement de développement avec le programme, les sous-programmes, la déclaration des variables, la déclaration de la config réseau, etc. etc. Alors, vous avez des outils de run-stop. Pour ne pas avoir de soucis par rapport à la démonstration de ce soir, on peut passer en stop. Et puis, on peut initialiser l'intégralité des variables. Ok, donc ça c'est fait. Derrière, je repasse en run. À partir de là, normalement, ça je peux le cacher, hein, ça n'existe plus, et je vais pouvoir commencer à démarrer donc, des services. Alors, donc je vous ai mis sur la page, donc l'idée après c'est de pouvoir jouer, hein, avec des joueurs. Donc sous des deux points, vous allez dans le bon répertoire. Donc ça c'est le client. Donc vous démarrez le serveur. Bon, il est en train de faire des phases d'initialisation. Et puis quand c'est initialisé, il vous indique nouvelle partie, donc il est OK. Donc il était déjà en position. Donc en fait, il n'est pas généré les positions pour revenir en position initiale. La position initiale, c'est cette position-là. Alors une fois que le serveur il est démarré, et bien, vous pouvez activer donc, les clients. Et là, vous allez lancer les applets. Donc une première applet. Et une
apparaît en fait le jeu qui était distribué avec les pions qui sont sur le jeu. Alors comme je vous ai dit, hein, là sur mon application j'ai en fait les deux joueurs, mais l'idée c'est d'avoir un PC là et puis un PC très très loin. Hein, et puis je communique via du web. Alors à qui c'est joué? A priori c'est au jaune. On peut pas enlever la caméra. Oui, on va enlever la caméra. Alors c'était au bleu, on y va. Alors vous voyez, ça c'est le bon exemple. Hein. Dans le travail qui a été fait, dans le travail qui a été fait par la licence, j'ai 2 Sylvains, donc ça, je peux avoir 2 Sylvains, mais ce qui serait bien, c'est de caractériser un joueur puis l'autre joueur, pas forcément avec le même prénom. Et puis là, je suis tombé dans le panneau, je ne savais pas où démarrer la partie. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir améliorer. Donc c'est les jaunes qui commencent. Donc après, les bleus peuvent jouer. Hein. Donc je vais les mettre là, par exemple. Donc les bleus, en fait, c'est les noirs. Et puis comme aux dames, une fois que la gestion du déplacement est effectuée, j'ai un rafraîchissement de l'écran. Donc là, je suis en live. Après, je peux m'amuser à prendre un pion. Donc là, j'ai un trou. Si je respecte le jeu de dames, le jaune peut prendre le bleu. Donc il va déplacer le pion. Et le noir qui est pris, normalement, il va être pris et mis dans la boîte. Donc il est éjecté du jeu. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça vous va? Alors il y a beaucoup de technologies derrière et de développement, mais on a choisi ça parce qu'on est en mesure de le gérer, et puis on s'est dit les étudiants vont être aussi capables de le gérer, donc on y va, on fonce. Mais ça va vous demander déjà un gros travail d'étude et d'analyse, et puis après, comme pour un projet qui existe, hein, c'est comment on peut faire pour l'améliorer. Et ça va être votre mission, comment on peut faire pour l'améliorer. Mais ça ne veut pas dire faire 2 pas en arrière, hein. Ça veut dire avancer. Ok? Le placement des tubes, c'est manuellement. Oui. Ouais. Alors, dans le programme actuellement, là, le pion qui est éjecté, il tombe dans la boîte. Mais en fait, le pion qui est éjecté, il va être rangé dans un magasin. D'accord? Donc les magasins, ils ont été réusinés parce qu'ils étaient un petit peu bloquants. Donc au départ, on stocke les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Init, et puis le robot, il vient placer les pions tout seul. Et la partie est prête à démarrer. Ça, c'est l'une des missions qu'on doit faire. Oui, il y aura un travail à faire là-dessus. Ouais. Alors, je regardais l'armoire tout à l'heure, hein, et le serveur, il n'est pas dedans. Il y a un serveur web qui a été acheté de chez Schneider Electric qu'il faudra utiliser dans les technos. Et Stéphane va vous en reparler de ça. Il faudra l'implanter normalement. Ouais. Il faut implanter l'armoire et puis s'en servir. Et la maquette va être indisponible pendant combien de temps? L'idée c'est que, alors si je veux faire de la politique le plus rapidement possible, et si je veux faire de l'ingénieur, il y a un début, une fin, et la fin c'est dans le pire des cas, 3e semaine de janvier. Mais ça veut dire qu'elle est indisponible entre avant les vacances de Noël jusqu'à 3e semaine de janvier. Pendant notre période d'entreprise. Oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est quand vous revenez, le système est de nouveau opérationnel.
En fait, c'est pendant qu'on n'est pas là que ce sera. Maintenant, avant que vous repartiez, puisqu'on ne va pas les monter tout de suite, hein, je vous ai dit, si tout va bien avant les vacances de Noël, vous avez moyen de regarder déjà les choses, hein, et de faire des tests sur des choses.